Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode du podcast Voix solidaires. Je me présente, je m'appelle Alissa et j'intègre le pôle diversité et insertion lors de la Soli Week. Je vous présente notre premier invité, José Mansou. Bonjour José. Bonjour, je suis José Manceau, je suis le fondateur des Frankstores Associatifs, qui est une association loi 1901 qui porte un atelier chantier d'insertion dans la mode et dans le retail. Nous sommes situés à Creil, en Amboise, dans les Hauts-de-France. Pouvez-vous nous parler de votre association et de sa mission principale? Alors, l'association porte un triptyque, un slogan, une promesse qui est d'aider, insérer et upcycler. Alors, on aide des familles monoparentales qui ont des enfants âgés de 0 à 12 ans, qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville et qui bénéficient de minima sociaux. On insère toutes les personnes éloignées de l'emploi, les jeunes de 16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire, en situation de handicap, et les jeunes sortis de prison par l'apprentissage des métiers de la mode et du retail. Enfin, le dernier volet, c'est upcycler. C'est lutter contre le gaspillage des invendus vestimentaires, ce qui est un véritable mouvement écologique. C'est donner vie à des objets qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Concrètement, il y a une loi qui est la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui nous permet de récupérer les textiles invendus et défectueux des marques que nous reconditionnons et que nous redonnons à une centaine de familles monoparentales dans le besoin. Alors, notre système associatif fonctionne sur du don contre don. Nos familles bénéficiaires sont nos familles bénévoles. Elles viennent nous aider dans la gestion quotidienne de l'association en fonction de leurs compétences et en fonction de leurs appétences sur les différents métiers qu'on propose au sein de la structure. Avec les textiles défectueux que nous récupérons des marques ou des particuliers, nous apprenons à nos employés de l'atelier chantier d'insertion l'éco-conception, la fabrication, la commercialisation et la présentation des produits. Et la vente des produits upcyclés sert aux frais de fonctionnement de l'association. C'est une association qui a une mission sociale pleinement centrée contre la lutte contre l'exclusion. Y a-t-il une expérience personnelle qui a motivé votre engagement envers cette cause? Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a inspiré dans la création de ce projet? Alors moi, je suis issu d'une famille monoparentale. Moi, j'ai vécu dans le quartier populaire de la région parisienne. Et ma mère, quand elle récupérait les vêtements jetés, qu'elle retouchait pour nous habiller, mes frères et moi. Et moi, j'ai toujours vécu autour de machines à coudre. Et j'ai toujours eu envie de travailler dans la mode. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule école de mode, mais elle était privée. Donc, c'était un rêve inaccessible pour moi. Donc, j'ai décidé de rentrer dans la mode différemment par le biais de l'apprentissage, par le biais de la formation. Moi, j'ai travaillé 37 ans dans la mode et au moment du confinement, je ne travaillais plus, il n'y avait plus d'activité. Et puis, j'avais un projet qui me tenait à cœur depuis un moment, c'était d'ouvrir une association qui viendrait en aide aux familles monoparentales et en même temps qui ferait de l'insertion professionnelle dans les milieux de la mode et du retail, métier que je fais depuis plus de 37 ans. Donc c'est là qu'est née la structure, les Frankstores Associatifs. Comment l'association contribue-t-elle à soutenir les familles monoparentales? Quels services proposez-vous? Aujourd'hui, on récupère les textiles invendus des marques et des particuliers, on les reconditionne, on les redonne à des familles qui ont des enfants âgés de 0 à 12 ans, qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville, qui ont un reste à vivre de 10 euros. Quand on dit reste à vivre, c'est quand on a la personne, elle perçoit les charges, elle perçoit des salaires ou des aides, et après le reste à vivre est de 10 euros. Donc nous, on les aide dans leur quotidien, du matériel scolaire, des produits d'hygiène et des vêtements pour les enfants. Et ça, c'est sans aucune contribution financière. Nos familles bénéficiaires sont nos familles bénévoles. Elles viennent nous aider dans la gestion quotidienne de l'association, mais en même temps, ça nous permet de faire de l'insertion sociale et de l'insertion professionnelle. Quels sont les principaux défis auxquels votre association est confrontée dans son domaine d'activité? Aujourd'hui, les petites associations, ils ont besoin de subventions. Alors, les grosses associations récoltent toutes les subventions possibles. Donc, il faut vivre avec de petites subventions. Donc, il faut être malin, il faut faire des concours, il faut faire des partenariats, il faut aller chercher des mécènes. Et c'est la grosse difficulté. Une structure associative paye un loyer, paye de l'électricité, paye des charges s'il y a des employés. Et il faut trouver des revenus. Et ça, c'est la plus grosse difficulté. Comment votre association collabore-t-elle avec d'autres organisations ou partenaires pour atteindre ses objectifs? Alors, dans l'insertion, on a noué un partenariat avec l'école de la deuxième chance, la mission locale, les apprentis d'Auteuil et Pôle emploi pour pouvoir insérer les personnes. Après, sur la partie associative, on travaille avec beaucoup de prescripteurs. Les prescripteurs sont Coalia, France Terre d'Asile, le SAMU social. On a énormément de familles SDF
Le SAMU social nous appelle en disant, voilà, une famille de SDF qui est dans la rue, est-ce que vous pouvez les aider peut-être pour avoir des couches, des vêtements pour les enfants? Oui. Alors, Creil est la quatrième ville la plus pauvre de France. L'agglomération est la deuxième agglomération la plus pauvre de France. Donc, il y a 178 nationalités dans cette agglomération. Donc, du jour au lendemain, les gens, ils arrivent de l'étranger, ils ne sont pas forcément équipés avec des vêtements ou autres, du matériel scolaire pour les enfants. Et nous, on est un point d'ancrage aussi pour ces familles. Quel impact votre association a-t-elle eu jusqu'à présent dans la communauté ou le domaine qu'elle insère? Aujourd'hui, on aide 100 familles monoparentales, c'est énorme, c'est 87 enfants qu'on aide. C'est-à-dire c'est des bébés, c'est des mamans qui ont des bébés, c'est entre 0 et 12 ans, les vêtements sont nécessaires, c'est pas la coquetterie. Les enfants, ils ont besoin de chaussures, ils ont besoin de manteaux, oui, on aide, concrètement, on aide des familles. Mais au-delà d'aider avec du matériel scolaire ou des vêtements, c'est aussi un point pour les mamans, pour échanger, pour discuter, et puis aussi de voir un peu quel est leur projet professionnel, quel est leur projet de vie. Et nous, on est là aussi pour les aider à trouver des formations, à les aider aussi financièrement, à les aider aussi juridiquement par toutes les mécènes et tous les partenaires qui viennent nous aider au quotidien. Alors nous, aujourd'hui, les familles qu'on reçoit, ce sont principalement des mamans solo qui viennent du monde entier. Elles arrivent sur les Hauts-de-France, elles sont accompagnées par des structures et après, nous, on aide, on aide les mamans solo qui ont des enfants entre 0 et 12 ans. Pourquoi 0 et 12 ans? Parce que en dessous de 12 ans, c'est compliqué de garder ses frères et ses sœurs pour que la maman puisse aller travailler ou avoir une activité. Au-delà de 12 ans, on commence à être un peu un pré-ado, on peut aider sa maman à garder ses enfants. Mais c'est aussi l'âge où le corps d'un enfant grandit. Donc on n'est pas dans la coquetterie de vêtements, on est vraiment dans le besoin. Besoin d'une paire de chaussures, besoin d'un manteau, parfois le manteau est un peu court. Et puis, ne pas pouvoir vêtir correctement ses enfants entraîne une perte de dignité. Et ça affecte les enfants qui doivent faire face au regard des autres. C'est à l'école, un enfant, quand le manteau est tout petit, tout le monde se moque de lui, quand le pantalon est court. Donc, c'est répondre à ses besoins. Mais au-delà de répondre aux besoins de vêtements, il y a aussi le matériel scolaire. Le matériel scolaire, des tubes de colle, ça coûte cher. Tubes de colle, crayons, stylos. C'est un enfant qui a tout son matériel, c'est un enfant qui peut travailler. Et puis, il y a aussi l'hygiène. Les produits de soins sont importants. Donc, du dentifrice, avoir la bonne brosse à dents. C'est aider concrètement la maman à essayer d'avoir son reste à vivre qui monte un peu plus pour la partie alimentaire. Donc nous, pendant un an, on va les aider sur les vêtements, le matériel scolaire, les produits d'hygiène. Comme ça, la partie alimentaire, elle peut être un peu plus riche, avec peut-être des légumes, un peu de viande, voilà, que des choses un peu grasses. Alors, nos familles, elles sont hébergées, hein. Il y a des structures pour les héberger, mais elles doivent après, par la suite, se débrouiller pour trouver la nourriture. Donc, il faut qu'elles aillent au Resto du Cœur ou dans d'autres structures. Les Restos du Cœur sont à 45 minutes en train de notre association. Donc, elles doivent prendre le train. Elles n'ont pas d'argent, donc elles doivent frauder. Elles prennent des amendes. Elles n'ont pas forcément un caddie. Elles ont deux bébés sur le dos, un bébé dans la main. Donc, faire 45 minutes de transport, ça fait un bout. Et en France, 85% des familles monoparentales sont gérées par des femmes. Voilà. Ce qui est énorme. Dans les Hauts-de-France, c'est la région la plus pauvre de France. C'est 18 millions de personnes qui vivent sur le seuil de pauvreté. Et les personnes les plus touchées sont les familles monoparentales. Et par rapport à ce que ces femmes vivent, comment vous personnellement ressentez le poids de ces femmes? Alors, ces femmes, quand elles arrivent, elles sont désemparées. Elles arrivent du jour au lendemain. Elles sortent souvent des pays sud-africains et elles arrivent, elles n'ont pas de manteau, elles ne sont pas équipées. Il y a une grosse différence de température et puis aussi de culture. Donc elles ne parlent pas forcément la langue. Alors il y a quand même un outil qu'elles ont toutes, c'est le téléphone, ce qui nous permet de traduire et de communiquer, de passer ce premier pas d'intégration. Et puis c'est de dire, voilà, comment on va l'accompagner dans un retour dans une vie sociale. C'est-à-dire la sociabiliser au sein de l'association. Donc notre système associatif, c'est du don contre don. Nos familles bénéficiaires sont nos familles bénévoles.
Elles viennent nous aider dans la gestion quotidienne de l'association, donc trier les vêtements, les ranger, nettoyer, ou parfois certaines familles, certaines femmes, elles ont des diplômes, donc elles savent faire la comptabilité, donc elles viennent nous aider dans la gestion de la comptabilité. C'est un premier pas dans la sociabilisation, mais c'est aussi le fait d'être en activité, ça leur permet aussi d'oublier leurs problèmes au quotidien. Le problème au quotidien, c'est est-ce que je vais avoir à manger pour mon enfant? Demain, il y a une sortie scolaire à l'école, il faut 4 euros. Je les ai pas, les 4 euros. C'est les couches, ça coûte hyper cher et j'ai plus de couches. Et puis derrière, c'est que il faut un avenir. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Que vais-je faire comme métier? Quand j'ai des diplômes, je suis médecin parce qu'on a des mamans solo qui sont médecins. Elles arrivent ici, elles sont rien. Elles sont rien. Parce qu'elles n'ont pas de papier, elles ne peuvent pas travailler, elles ne sont rien. Donc du coup, c'est se remettre se projeter dans une vie qu'elle doit faire de A à Z. Pouvez-vous nous partager une anecdote ou une histoire inspirante qui illustre le travail de votre association? Alors moi, la plus belle histoire, c'est que nous, aujourd'hui, notre structure, elle accueille des mamans solo et en même temps, on a un chantier d'insertion qui fait de l'insertion dans la mode pour plusieurs personnes. Et comment j'ai construit cette structure? Je me suis dit, ben voilà, il faut que ces mamans solo, elles arrivent sans forcément de formation, qu'on puisse les former et in fine, qu'elles puissent intégrer le chantier d'insertion vers un emploi et vers une formation qualifiante. Et là, oui, c'est arrivé. Et ça, c'est la plus belle victoire, c'est la plus belle récompense. La maman qui est arrivée en tant que bénéficiaire, qui ne parlait pas français, on a travaillé avec elle pour qu'elle puisse apprendre le français, on a travaillé avec elle pour qu'elle puisse apprendre à coudre. Aujourd'hui, elle a intégré le chantier d'insertion et elle a un emploi. Et elle est passée de rien à... C'est pas grand-chose qu'elle gagne, c'est de l'ordre de 900 euros. Mais quand on n'a absolument rien, il y a des projets qui peuvent se construire à travers cet argent. Alors, l'histoire que vous nous racontez là est incroyable, vraiment. On voit vraiment que votre passé vous a aidé à faire de grandes choses et aider des familles qui aujourd'hui sont dans le besoin. Et donc, j'aimerais que vous nous donniez un mot pour redonner espoir à ces familles-là qui sont dans le besoin, qui sont seules et qui n'ont plus espoir. Déjà, le monde associatif, c'est un monde c'est un monde complet où il y a de la bienveillance. Et aussi, tous les acteurs du monde associatif vont essayer de trouver des solutions pour leurs bénéficiaires. Et donc, il y a une vraie cohésion, il y a aussi un vrai savoir-faire. Donc aujourd'hui, il faut se tourner vers le monde associatif qui est proche, qui peut trouver des solutions. Et il y a plein de solutions qui sont possibles. Il faut d'abord donner de l'espoir à ces familles. Donner de l'espoir, c'est de les accueillir, c'est de les écouter, c'est de les accompagner. Bien évidemment, c'est donner du temps. Mais aussi, c'est de leur dire qu'aujourd'hui, il y a des possibilités, il y a un champ des possibles, mais d'abord, il faut passer par l'apprentissage de certaines choses. Par exemple, la barrière de la langue, apprendre la langue. Après, on a des problèmes pour utiliser les outils numériques, il y a des formations, ce qui permet de se former, d'aller rechercher les informations, de bien remplir tout ce qui est les papiers administratifs, et puis de regarder ce qui est proposé. Je veux dire, en France, il y a énormément de métiers. Il y a les métiers de la main, il y a les métiers de la tête, il y a plein de choses à faire. Et donc aujourd'hui, en fonction de ses compétences, de regarder où on peut se diriger. Il faut donner de l'espoir à ces familles. En tout cas, moi, je porte un projet qui est porteur d'espoir vers une économie qui est sociale, solidaire et circulaire. Je donne, je récupère, je recycle, je réutilise pour que derrière, il y ait un vrai objet. C'est une lutte contre l'exclusion. Alors, notre structure, elle a remporté le contrat de ville de l'agglomération Creil-sur-Oise sur 3 items qui sont extrêmement forts. C'est la lutte contre les concentrations de pauvreté, c'est les fractures économiques et territoriales, et c'est tout ce qui est lié à l'exclusion des familles. Donc, ce projet il a pour objectif d'aider les femmes, les familles à ne plus être excluantes. Merci José pour votre partage d'expérience. Merci, et puis moi je serais heureux de vous retrouver pour des conférences et d'échanger au sujet de l'insertion par l'activité économique. Nous vous attendons nombreux lors de la Soli Week qui aura lieu du 26 au 29 mars.